Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Quentin Delval, je travaille au bureau de l'égalité de l'EPFL et je suis ravi de vous voir aujourd'hui pour cette conférence qui va nous donner quelques clés pour mieux comprendre les personnes autistes. Et nous avons un conférencier et une conférencière aujourd'hui qui vont nous parler de cela. D'abord, monsieur Cédric Godecquet, qui a la particularité d'avoir été diagnostiqué à 42 ans comme étant sur le trouble sur le spectre de l'autisme et qui est père aidant spécialisé en autisme, qui offre du coaching pour ça et qui est aussi coprésident de l'association ACUB qui milite pour un vivre ensemble et une sensibilisation à la meilleure prise en charge des personnes autistes. Cette association est par ailleurs active sur plusieurs cantons et organise différents types d'activités. Ensuite, nous avons Lauriane Villain, qui est ergothérapeute à domicile pour personnes autistes et qui complète cette pratique par des outils de pair aidance et qui en ce moment est aussi en formation. Elle fait un CAS en autisme à l'université de Fribourg, si j'ai bonne mémoire. Et elle est aussi à l'origine d'un projet qui s'appelle Neurolien, qui, si je ne m'abuse, est le développement d'une application afin de valoriser les compétences professionnelles des personnes autistes. Est-ce que c'est correct ? Voilà. Juste un petit mot sur les questions. On va prendre les questions en cours de conférence. On ne va pas attendre la fin. Donc, dès que vous avez une intervention à faire, levez la main, on vous amènera le micro. Comme vous entendez, le micro n'est pas répercuté dans la salle, c'est pour l'enregistrement. Donc, on vous le donnera. Ce sera juste pour qu'on puisse vous entendre sur l'enregistrement. Et puis, il y aura peut-être des questions sur Internet aussi que moi, je vais gérer. Donc, peut-être parfois, c'est moi qui vais lever la main pour des personnes qui seraient à distance. Voilà, je vous passe directement la parole. Merci d'être là aujourd'hui pour nous. Merci. Bonjour. Ça passe pas. On ne peut pas passer les slides si jamais. Ça bouge pas, c'est ça ? Non. Ah là, ça bouge, mais pas là-bas. Ah, pas là-bas. Ouais, c'est que l'écran n'est pas le bon. Non, c'est peut-être simplement qu'il y a une page de garde, je pense. Super, merci. Bon, rebonjour après ce petit problème technique. Du coup, pour tenter de comprendre une personne autiste, on pense qu'il faut déjà savoir de quoi on parle exactement. Donc on vous propose un petit saut dans le temps pour voir un peu l'évolution des différentes nomenclatures. Oui, je vais essayer, merci beaucoup. Du coup, il faut savoir que le terme qu'on utilise actuellement de TSA, de trouble du spectre de l'autisme, il est assez récent. Ça date en fait de 2013. En fait, on a deux grands manuels diagnostiques qui existent, qui sont la CIM et le DSM. La CIM, c'est la classification internationale des maladies. Ça a été développé en France. Et puis le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. En fait, la première fois que le terme autisme il a été utilisé, c'est par Bleuler. Mais en fait, il ne parlait pas du tout de l'autisme dont on va parler aujourd'hui. Lui, il cherchait à décrire plutôt ce qu'on appelle les symptômes négatifs dans la schizophrénie, c'est-à-dire les symptômes un peu plus discrets comme le retrait social. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce mot, parce que littéralement, autisme, ça veut dire repli sur soi. Mais en fait, vraiment une des premières personnes qui a participé aux recherches sur l'autisme, c'est Grounia Soukareva, qui est une psychiatre d'origine ukrainienne, mais qui travaillait en Russie. Et elle parlait de psychopathie schizoïde initialement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez probablement entendu parler des différences qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes autistes. Et en fait, c'est une des premières à avoir remarqué ces différences. Et elle avait aussi noté des difficultés par rapport à la sphère sensorielle. C'est intéressant de le préciser parce que en fait, ces travaux ont été passés sous silence. On sait maintenant qu'ils ont été utilisés par Kanner et Asperger, entre autres. Mais en fait, son nom n'a jamais été cité par la suite et il apparaît que récemment grâce aux recherches auxquelles on a eu accès.
Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que le terme syndrome d'Asperger, souvent, les personnes pensent que c'est Hans Asperger du coup, qui a donné ce nom-là, mais en fait pas du tout, il vient de Lorna Wing, qui est une psychiatre britannique, et elle a tout simplement évoqué ce terme-là pour rendre hommage à ses recherches. Et Lorna Wing, elle a également beaucoup participé aux recherches sur l'autisme. Pour la petite histoire, elle avait aussi une fille autiste. Et du coup, elle utilisait par contre ce terme-là, autisme. C'est elle aussi qui a participé à élaborer ce qu'on appelle la triade autistique ou la triade de Wing, qui est utilisée dans la nomenclature TED pour troubles envahissants du développement. Et puis, du coup, elle a pu rassembler ces critères-là. Et par la suite, en fait, on est passé à la dyade. On va la voir juste après. C'est simplement qu'ils ont rassemblé les deux premiers pôles de diagnostic de critères, qui sont la communication et les interactions sociales. Tu voulais rajouter quelque chose ? Donc, les critères, les voici. Donc, on a donc deux pôles en fait, qui nous permettent d'évaluer pour un bilan diagnostique dans l'autisme. C'est la communication et les interactions sociales et les comportements, intérêts ou activités restreints et répétitifs. Sur ce premier pôle de communication et interaction, on a la réciprocité sociale ou émotionnelle. Donc, quelle réponse sociale ou émotionnelle est-ce que j'arrive à transmettre par rapport aux données que je reçois ? Les comportements non verbaux, donc que ce soit sur le visage, sur le corps, ça peut être le ton de la voix aussi, toutes ces choses-là. Et le développement, maintien de la compréhension des relations. Le DSM précise que les 3 critères doivent être présents pour poser le diagnostic. Et sur le deuxième pôle, donc on va avoir les mouvements répétitifs ou stéréotypés. Donc ça va être par exemple les mouvements de balancement ou l'alignement des objets par exemple, ou alors le flapping qu'on peut voir surtout chez les jeunes, ces personnes qui vont battre un peu des bras ou des mains. On a l'intolérance au changement et le besoin de routine, les intérêts restreints ou fixes et l'hyper- ou hyporéactivité aux stimuli sensoriels. Ça, c'est peut-être aussi un nouveau terme. Avant, on parlait plutôt d'hyper- ou hyposensibilité, ou des fois, on entend aussi sensorialité. C'est pour parler plus ou moins de la même chose. Et sur ce pôle-là, le DSM dit qu'il faudrait 2 critères au moins sur les 4 qui soient présents. Mais ça, il faut savoir que ce n'est pas suffisant pour poser un diagnostic, parce que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc on est avec, on meurt avec. Donc il faut que ces signes-là, ils soient présents déjà dans l'enfance. Et puis, ça ne doit pas être mieux expliqué par un autre trouble aussi, parce que si vous prenez les critères isolés, vous les retrouverez sans doute dans d'autres diagnostics. Et ça, c'est une chose importante à préciser. Et l'autre chose, c'est que ça doit avoir une répercussion sur le quotidien de la personne, une répercussion significative. Donc là, on est dans la théorie médicale. Entre autistes, on vit les choses un peu différemment. Ce n'est pas à ça qu'on se reconnaît. On se reconnaît plus au fait que ce qu'on partage, nous, c'est que quand on est au contact des gens, ça nous fatigue. On se reconnaît parce que quand on parle entre nous, on oublie les formes de politesse, on va directement sur les problématiques dont on veut discuter. Et on échange de façon plus fonctionnelle, on va dire, peut-être, et un peu moins en réaction sociale ou en réaction émotionnelle. Il y a encore plein d'autres choses qui nous correspondent quand on est entre nous et que nous, on remarque. Mais c'est vrai que les signes diagnostiques médicaux, en plus, sont partagés par d'autres pathologies, comme ça a été dit, surtout quand on les prend séparément. Quand on est autiste, on voit d'autres choses et on vit d'autres choses, quoi. Pour nous, ça, c'est la médecine, c'est un regard pathologisant qui n'est pas plaisant. Et l'autisme vécu, c'est quelque chose de... On n'est pas des personnes handicapées, on est des personnes en situation de handicap. Parce qu'en fait, chacun de ces points, si on les prend séparément, on peut se remarquer que c'est un point de vue
regard extérieur sur la personne. Le plus simple à comprendre, c'est que si on prend par exemple les intérêts restreints, les autistes, ils ont des intérêts bizarres, ils aiment les trains, ils aiment les horaires de train, il y a plein de théories comme ça. Et pour nous, les gens qui aiment le foot et qui discutent pendant des heures de foot ou qui aiment parler des dernières choses, disons de ce qui se passe au niveau des personnalités comme des princesses ou des choses comme ça, ben, ça ne nous intéresse pas, nous. Et qui c'est qui a raison? Ben, chacun a raison d'avoir son intérêt, c'est notre façon de voir les choses, et voilà. Donc, en dehors des critères diagnostiques qu'on a vus juste avant, il y a plein d'autres défis en fait à ça, qui s'ajoutent à ça, pardon. Une des difficultés qu'il va y avoir, c'est la méconnaissance. La méconnaissance de soi, mais aussi des autres. Parce que si je ne sais pas bien comment je fonctionne et que je ne sais pas peut-être que je fonctionne un petit peu différemment des autres, ben, je ne vais pas pouvoir agir sur mes spécificités et donc sur mes difficultés. Et inversement, si la personne à qui je m'adresse ne sait pas ce qu'est l'autisme, oui, je peux juste finir ma phrase? Oui. Ne sait pas ce qu'est l'autisme et puis ce que ça implique pour moi, et ben, du coup, probablement qu'elle pourra difficilement m'aider aussi. Parlez. J'ai juste une prière parce que c'est vraiment difficile de se concentrer si on écoute le clac-clac-clac des claviers. Si possible, on peut juste peut-être prendre des photos de les slides sans écrire, s'il vous plaît. Si jamais on Merci. Et puis vous pouvez le transmettre aux personnes présentes. Oui, on mettra ensuite la présentation sur le site web. Merci beaucoup. Une autre chose, c'est le manque d'objectivation des difficultés. Parce que, en principe, les difficultés que j'ai, elles ne sont pas visibles. Je ne suis pas en fauteuil roulant ou je n'ai pas de canne, par exemple. Et du coup, on a vu dans les critères précédents qu'une des difficultés, ça va être de s'exprimer, mais il peut aussi y avoir des difficultés dans le ressenti. Et ça complique vraiment les choses, parce que quand je vais expliquer à quelqu'un ce que je vis, ça veut dire qu'il faut avoir déjà la capacité de savoir comment je me sens, mais aussi est-ce que j'arrive ou pas à l'expliquer. Un exemple tout simple, c'est que si je dis à une personne, après une journée de cours, je suis fatiguée, il y a de fortes chances que la personne en face me réponde oui, moi aussi, après une journée de cours, je suis fatiguée. Et puis, c'est comme ça, j'arrive à faire les choses, c'est pas très grave. Par contre, si je dis, après une journée de cours, en fait, je deviens mutique, je n'arrive plus à parler, je dois aller me coucher jusqu'au lendemain matin. Et puis, en fait, tant pis si je ne mange ni le matin ni le soir le reste de la semaine parce que je n'ai pas l'énergie pour me préparer à manger. Peut-être que ça donnera un petit peu plus d'informations à mon interlocuteur pour comprendre et identifier ce que je vis. Et c'est vrai que ce serait super qu'on ait une machine à objectiver les difficultés pour tout le monde, parce que ce n'est pas si simple. Et puis on le voit dans la vie de tous les jours aussi. Un exemple, c'est l'échelle de la douleur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la joie d'être hospitalisé, mais vous avez sans doute eu affaire à cette question que tout le monde nous pose, qui est sur une échelle de 0 à 10, vous avez mal comment ? Et j'ai appris que les personnes répondaient un petit peu au hasard parce qu'effectivement, un 3 sur 10, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Alors, ça donne une référence par rapport à soi, mais du coup, c'est vrai que si on a déjà de la peine au niveau du ressenti, vous comprendrez que c'est le genre de question qui pose problème. Le manque de compréhension des handicaps invisibles, et je ne parle pas que de l'autisme, c'est quelque chose qui est récurrent dans la société, c'est-à-dire quand on ne voit pas, ça n'existe pas. Les autistes, surtout les autistes qui seront ici à l'EPFL, sont des personnes qui, par définition, si elles sont arrivées là, c'est qu'elles ont appris à être caméléons ou à s'adapter à la société qui les entoure. Donc on ne voit pas leur handicap, on ne voit pas le mien quand je parle devant vous. Ce qu'il faut juste imaginer, c'est que chaque fois, une interaction sociale pour une personne avec autisme, si on fait le rapport avec un paraplégique, ça correspond à grimper l'escalier sans sa chaise en rampant. Quand on arrive au palier supérieur, il est mort. Je veux dire, il n'en peut plus. Nous, c'est pareil, sauf que ça ne se voit pas. Et chaque fois qu'on accompagne des personnes avec autisme, il y a toujours un moment où les gens vont juste dire « mais écris juste un mail, fais juste un téléphone, fais juste ça, parce que c'est rien ».
Mais chaque fois, on demande à la personne, si c'est un autiste, en fait, de grimper une rampe sans sa chaise roulante, en se rampant par terre et en se traînant. Et voilà, et c'est de la maltraitance pure, mais les gens ne se rendent pas compte parce que c'est invisible. Voilà, juste pour bien comprendre ce qui est caché derrière ça. Ce n'est pas juste une parole en l'air. Et c'est vrai que ne pas voir, c'est ignorer souvent. Et, ouais. Il y a aussi une perception différente. Ça rejoint aussi un petit peu la méconnaissance. Mais ce qu'il a entendu par là, c'est que on a tous et toutes notre vision des choses. Et parfois, il peut y avoir des quiproquos. Sauf que, en fait, dans l'autisme, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et parfois, on a l'impression que la personne, elle a compris ce qu'on a dit. Et puis d'ailleurs, elle aussi, elle pense avoir compris, alors que pas forcément. Et puis inversement, des fois, on pense avoir compris ce que voulait dire la personne et pas tout le temps. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est important à préciser parce que quand vous discutez avec quelqu'un qui a ces difficultés, il faut vraiment vous assurer que vous ayez bien compris ce qu'elle voulait dire et puis inversement, qu'elle ait bien compris aussi ce qu'elle voulait dire derrière. En tant que père aidant, j'interviens souvent en fait, entre deux personnes qui doivent s'entendre, un patron et un employé, un étudiant et son prof, un enfant et ses parents. Et la seule chose que je vais faire, c'est faire la traduction entre les deux. Parce que chacun a son référentiel et chacun est persuadé que l'autre... comment dire ? Quand on dit quelque chose, très souvent, il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on pense que c'est évident pour l'autre. Dans le monde de l'autisme, il est courant que nos évidences ne sont pas celles des gens qui sont de l'autre monde, façon de parler. Et en tant que père aidant, il m'arrive de faire des séances où la seule chose que je fais, c'est de traduire de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, et ainsi de suite. Et c'est nécessaire pour que deux personnes se comprennent. Alors, on sait qu'il faut le faire pour des maris et des femmes, on sait qu'il faut le faire quand il y a des conflits entre des personnes, et puis il y a plein de professionnels qui sont là pour ça, mais on n'imagine pas qu'il faut le faire avec quelqu'un qui parle la même langue que vous, en apparence, qui fait le même job que vous, qui collabore avec vous, et pourtant c'est une réalité pour nous, on a besoin de cette traduction. Vous pensez que c'est possible que c'est la personne autiste et la personne de l'autre monde qui peuvent aussi traduire, ou il faut une troisième personne pour faire la traduction? Je vais répondre le contraire. Je vais donner deux réponses contraires. La première chose qu'il faut comprendre, mes enfants n'ont pas besoin de traducteur. Mes enfants ont appris à me comprendre. Pour eux, c'est naturel. À l'inverse, moi, j'accompagne des gens donc chez le médecin, par exemple, pour que le médecin les comprenne et qu'ils comprennent ce que veut le médecin, ou qu'ils comprennent la question du médecin. Quand je vais chez le médecin, je ne suis pas capable de le faire pour moi. Donc, il n'y a pas une vérité absolue. Il y a des situations où, oui, on devrait être accompagné. Il y a des situations où on peut se débrouiller tout seul, où les choses se mettent en place. Et l'entourage, s'il est ouvert et qu'il essaye de comprendre ce que nous vivons, généralement, le lien commence à se faire. Parce que quelqu'un qui nous écoute, on peut lui parler et on peut l'écouter. Quelqu'un qui est persuadé que son monde est la vérité, on n'aura jamais d'échange avec lui, on ne se rencontrera jamais. Donc, les gens peuvent apprendre, nous pouvons apprendre, il suffit qu'on partage. Ça répond. L'errance médicale, c'est une vraie problématique parce que très souvent, comme on a vu tout à l'heure dans la présentation de Cédric, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant d'être diagnostiqué. Et le souci, c'est que très souvent, il y a eu le temps d'avoir d'autres diagnostics posés et ces diagnostics sont du coup erronés et ça peut parfois avoir des conséquences vraiment tragiques en fait, sur la personne et puis aussi son entourage. L'errance médicale est augmentée par plein de facteurs qui sont... Déjà, comme on a vu, les diagnostics sont partagés par d'autres pathologies, donc on enquête d'abord sur les autres pathologies. Ensuite,
les médecins ont relativement peu de formation face à l'autisme. Quand ils ont rencontré un autiste et qu'ils se sont documentés pour accompagner cette personne, ils imaginent que tous les autistes devraient lui ressembler. Et on est très loin d'une réalité sur ce point-là. Et résultat, pour être diagnostiqué, parfois il faut changer de médecin ou il faut parfois comprendre soi-même ce que c'est que la question, parce que moi-même, la première fois qu'on m'a demandé si j'avais des amis, j'étais persuadé d'en avoir. Et quand j'ai été voir, quand j'ai appris ce qu'était l'autisme et que j'ai appris la différence entre la façon que nous concevons l'amitié et la façon dont les autres personnes autour de nous conçoivent l'amitié, je me rends compte que je ne suis pas du tout en phase avec les gens autres que moi, disons autres que autistes. Et du coup, la réponse que je donne n'est plus la même. Mais j'ai dû apprendre qu'est-ce que signifiait cette question. On revient à cette traduction dont on a besoin. L'erreur la plus courante qu'on a avec les autistes, c'est quand on leur demande s'ils sont capables de faire quelque chose. Souvent, ils sont capables de le faire, mais ils oublient que derrière cette question, la personne qui la pose demande « Est-ce que tu as le temps ? Est-ce que tu as les moyens de le faire actuellement ? Est-ce que tout ça ?» Et pour nous, non. Une question nous demande « Est-ce que vous avez déjà vu… » Pour donner un exemple, vous avez sûrement déjà vu à la télé quand quelqu'un dit « Est-ce que tu peux me passer le sel ?» et que vous avez un autiste qui répond « Oui, je peux te passer le sel. » C'est pas ce qu'on attend de lui. Et c'est le genre de piège qu'on vit tout le temps. Et je sais... Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais... Je voulais juste vous demander, du coup, quelle était votre perception de l'amitié avant d'apprendre que vous étiez autiste et de voir qu'il y avait une définition différente, en fait, pour vous? Je pense que je partage une chose avec beaucoup d'autistes. L'amitié, pour nous, c'est simplement une histoire de confiance. Si on a confiance à quelqu'un, on a l'impression que c'est un ami. Résultat, quand on travaille à un endroit, quand on collabore souvent, il y a une forme de confiance qui se met en place et on croit que tous les collaborateurs sont des amis pour nous, ce qui n'est pas le cas. Et on vit les choses différemment. En fait, quelqu'un qui partage, qui échange avec nous, il va rentrer dans notre cercle de confiance, donc dans notre secteur d'amitié. Et après, il y a le décalage qui est là, c'est que pour nous, d'être avec quelqu'un qui nous laisse la place de libre, en fait, je vais l'imager par une petite histoire. Ces deux personnes qui se promènent ensemble, dont un autiste, quand elles sont arrivées, on leur demande comment ça a été. Et il y a d'un côté une personne qui fait « ça s'est mal passé, on n'a rien discuté de rien », et l'autre qui dit « c'était génial, on a fait tout le chemin ensemble ». Voilà, c'est pour nous, on a des fragilités. Quelqu'un qui les respecte, c'est bien, mais nos fragilités sont non sociales, c'est-à-dire qu'on n'aime pas quand il y a du bruit, donc on n'aime pas aller dans un endroit où il y a de la musique, on n'aime pas quand il y a 10 personnes autour de nous, donc on préfère être juste avec une ou deux personnes, mais les gens, au contraire, quand... ils aiment qu'il y ait du monde. Donc, nous, nos amis, c'est des gens qui sont souvent comme nous, qui aiment qu'il y ait moins de personnes autour de nous, ou simplement qui comprennent que quand on fait une sortie avec nous, on préfère être peu. Et c'est vrai que ça va aussi après influencer dans l'autre sens. Une personne qui aime être toujours en société et qui nous a invités 2 fois à participer à un groupe de 10 personnes, on risque la fois suivante de lui dire non, cette fois-ci, je suis occupé. Et en fait, la personne va dire « Ok, donc il ne m'aime pas, donc il ne veut pas venir avec nous. » Mais non, je suis autiste, je peux... Les autistes, on est d'abord des êtres humains, et comme tous les êtres humains, on est des êtres sociaux. Mais les relations sociales nous fatiguent. Donc, on ne peut pas être social tout le temps. Et on ne peut surtout pas être social dans des grands groupes où il y a beaucoup de monde. On a besoin de notre tranquillité, on a besoin de pouvoir échanger directement avec la personne. Et ça en revient à la question de départ, qui est qu'est-ce que c'est une amitié pour nous? C'est quelqu'un qui on peut échanger, partager sur des sujets spécifiques, discuter, et discuter d'autres choses que de la pluie et du beau temps et des derniers discours qu'il y a dans le journal, quoi. Et du coup, de façon générale, vous diriez que pour vous, c'est plus simple d'être ami avec des personnes qui sont aussi autistes ou pas forcément, tant qu'elles vous comprennent?
n'y a pas d'études là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, je commence à avoir de plus en plus des amis. Disons, les personnes que je fréquente couramment sont de plus en plus des personnes avec autisme. Voilà. Quand on fait la formation de père praticien en santé mentale, qui est la formation de père aidance professionnelle, on découvre que tous les outils pour se porter mieux en santé mentale, ce sont les mêmes pour tout le monde. On utilise tous les mêmes outils, qu'on soit schizophrène, alcoolique, dépressif ou autiste. Donc, je pourrais travailler avec tout le monde. Mais j'ai plus de facilité, moi, à communiquer avec des personnes autistes. En plus, quelque part, l'empathie est plus facile entre eux et moi, vu qu'on a vécu les mêmes problématiques. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise d'accompagner des personnes avec autisme. Donc c'est vrai que je suis père aidant, spécialisé en autisme, et j'accompagne 95% du temps des personnes avec autisme. Voilà. Donc c'est plus aisé pour moi, ça ne veut pas dire que ça doit être comme ça. Comme on est à l'EPFL et notre rôle c'est d'enseigner, je me pose la question sur l'enseignement qu'on donne. On fait beaucoup de travail de groupe. Des fois, on peut choisir les personnes qui sont dans le groupe, des fois non. Et je me suis déjà posé la question pour mes étudiants, comment je peux mieux accompagner les autistes dans ma classe, que c'est plus adapté pour eux, même qu'ils doivent fournir le même travail. Et je me suis beaucoup posé la question, mais je n'ai pas encore trouvé de solution. Est-ce qu'on en parle après ou pas de ça? Il y a une slide sur le PFL, oui. Mais ouais, tu peux répondre déjà maintenant. La réponse n'est pas évidente. En fait, tous les autistes sont différents, ils ont des besoins différents. Le but, pour moi, à l'EPFL, c'est que les gens ressortent avec un certain acquis, voilà, et si possible, avec le maximum d'outils pour qu'ils puissent utiliser ces acquis plus tard. Ce qui veut dire que les autistes, de leur dire il faut qu'ils travaillent tout seuls et tout ça, quelque part, ce n'est pas une réalité professionnelle pour l'avenir. Donc c'est bien qu'ils apprennent à travailler en groupe. À l'opposé, si c'est handicapant pour leur apprentissage, ce n'est pas favoriser leur progression. Et ce qui se cache là derrière, c'est qu'il faut garder les besoins de la personne, mais aussi quel est l'objectif de l'apprentissage. Si le but, c'est d'apprendre des maths, si la personne est de langue française, on va essayer de faire qu'elle les apprenne en français. Ce sera 1000 fois plus simple pour elle. Un autiste si ce que vous voulez évaluer, c'est la matière, est-ce que le travail de groupe est nécessaire dans le cadre de cet apprentissage? C'est une question qu'il faut se poser. Si ça fait partie, je veux dire, si le but c'est de travailler sur les brainstorming, on ne peut pas faire autrement que de faire des brainstorming. Si le but c'est d'apprendre à mesurer puis à faire des conversions d'unités, il n'y a peut-être pas besoin de faire ça en travail de groupe. Et comprendre juste que si la personne en face de vous elle a un handicap, quel qu'il soit, et qu'à partir du moment où la méthodologie qu'on met en place, elle mesure non plus le résultat de ce qu'on veut mesurer, mais elle mesure l'handicap, il y a un problème. Et là, il y a plusieurs modalités possibles. Donc, soit on peut trouver parfois d'autres façons de faire, d'autres méthodologies pour tout le monde, ce qui est l'idéal, soit on peut créer une exception ou faire une différence dans l'évaluation. Et il n'y a pas une vérité absolue. Je veux dire, il y a tellement de sujets, tellement d'autistes que je n'aurai pas de réponse. Oui, merci pour cette réponse. Peut-être juste dans le pratique. Moi, en tant qu'enseignant, je ne sais pas en avance qui est autiste dans ma classe. Et des fois, c'est juste à la fin du semestre que quelqu'un m'écrit un mail et qui dit « Voilà, moi je suis TSA. Est-ce que vous êtes bien informé que j'ai des aménagements pour l'examen ?» Et là, je me retrouve à me dire « Mais c'est dommage que je sais ça que maintenant.
J'aurais aimé savoir ça avant et j'aurais vraiment envie d'ouvrir la porte à mes étudiants, mais en même temps, je ne veux pas écrire un mail en disant tous les TSA, en avance, venez me voir avant, parce que je peux, par exemple, aux travaux pratiques, j'ai des coins qui sont un peu plus calmes que des autres. Et moi, je voudrais bien faire profiter quelqu'un qui a peut-être plus besoin d'un coin calme, des choses comme ça. Mais pour l'instant, j'ai jamais réussi à savoir comment savoir ça assez en avance et entrer en contact et que c'est possible. Je vais passer dans un petit moment ma parole là aussi sur ce point-là, mais il y a aussi un problème de procédure et de fonctionnement dans notre société. C'est que quelque part, la personne autiste, bon, elle a un trouble de la communication, donc ce ne sera déjà pas aisé pour elle de venir vous dire qu'elle a un problème. En plus, donc si elle vient le faire, c'est qu'elle a besoin d'aménagement, elle ne va pas venir vous le signaler en prévention, parce qu'elle préfère ne rien dire d'habitude en prévention, pas parce qu'elle a choisi de rien dire, mais parce que c'est plus facile de rien dire, disons, de rien faire pour nous. Disons, de créer de communication inutile. Ensuite, est-ce qu'on va le faire, comme on dirait, à la bonne franquette, à la vaudoise ou à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va juste discuter avec le prof et puis on espère que les choses vont changer, ou est-ce qu'on doit passer par l'administratif pour que les choses soient mises carte sur table et changent? Et c'est le genre de question qui fait que pour nous, c'est plus simple de ne pas vous contacter, simplement, et puis de rien faire parce qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà, je vais juste mettre ça en préambule, et après, il y a des choses que peut faire l'EPFL pour que vous soyez mis au courant. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que la question que vous posez est vraiment essentielle, mais elle ne peut pas reposer, à mon avis, sur les personnes autistes qui sont dans les cours, mais c'est plus la responsabilité, alors du coup, du bureau de l'égalité que je représente aujourd'hui et de l'EPFL, de pouvoir mettre ça en place en collaboration avec vous. Et alors aussi, une chose que je n'ai pas précisée tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de limiter les questions de cas concrets et individuels pour que la présentation puisse avancer, même si c'est évident qu'on a envie d'en savoir plus sur nos situations particulières. Mais pour éviter de tomber dans un workshop, déjà maintenant, je vous propose de garder ces questions qui pourraient prendre beaucoup de place pour éventuellement la fin, si on a le temps, ou par écrit plus tard. Mais voilà, donc pour répondre à votre question, c'est quelque chose c'est un problème qu'on rencontre systématiquement, qui est augmenté par les systèmes administratifs modernes, par l'anxiété des personnes avec autisme. Et c'est vrai que dans notre milieu, c'est un problème qui est récurrent et que les gens apprennent trop tard. Et c'est vrai que si vous l'apprenez lors des examens, c'est que on sait qu'il y a des adaptations pour les examens et les adaptations pendant les cours sont plus rares. Une autre parenthèse que je veux vous faire, c'est que je travaille sur un projet d'adaptation pour tous les handicaps. Et on se rend compte que que tous les handicaps ont leur spécificité, surtout quand on commence à travailler, mais quand on arrive dans le niveau d'adaptation maximum, on arrive toujours, pour tous les handicaps, à la même conclusion. C'est l'écoute des besoins des gens, c'est de la prévention, de la prévisibilité, c'est-à-dire de faire les choses en amont et pas quand les gens sont dans le problème. C'est toujours les mêmes systématiques. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous connaissez des stratégies à mettre en place pour des personnes avec... si on prend l'autisme, vu que c'est celui dont on parle aujourd'hui spécialement, on parle souvent des questions claires, ou il y a des questions qui posent problème quand elles ont des sous-entendus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de poser des questions sous forme imagée à tous les élèves, alors que ce qu'on veut mesurer, c'est un résultat qui est une branche ou quelque chose? Est-ce que la traduction de la formulation, de la question, la nécessité de traduire, est vraiment le sujet du thème? Disons, le sujet qu'on veut mesurer. Si c'est ce qu'on appelait le français 2 à mon époque, je ne sais pas comment dire, la communication française, oui, c'est le sujet. Dans le reste des cas, généralement, de poser directement la question, donnez-nous l'air de ce truc, est peut-être pas dérangeante pour qui que ce soit, mais la formulation inverse de dire combien faut-il de peinture pour recouvrir ce mur,
ça veut dire quelle est la surface, parce que c'est ça qu'on attend. Est-ce que c'est nécessaire de poser la question en peinture, quoi? Et quelque part, se simplifier la vie en tant que prof, ça peut parfois être positif pour les personnes avec autisme, à savoir que très souvent, pour les autistes, il ne faut pas faire plus compliqué, mais plus simple. Voilà. On sait aussi qu'il y a pas mal de comorbidités, donc en plus de l'autisme, c'est-à-dire des troubles associés. Et parfois, on a un peu de peine à savoir si c'est une comorbidité ou si c'est une conséquence d'autre chose. Et c'est important d'investiguer parce qu'en fait, l'accompagnement ne sera pas le même. Si je donne un exemple, par rapport à... On sait que les personnes autistes présentent davantage d'anxiété. Mais pour autant, est-ce que toutes les personnes autistes présentent un TAG, un trouble de l'anxiété généralisée? Ou est-ce qu'une personne peut présenter de l'anxiété simplement parce qu'elle a une hyperréactivité et puis que les interactions sociales sont difficiles? Parce que si j'ai un TAG, probablement que je vais finir avec des médicaments. Il peut y avoir d'autres choses, mais ça peut être une possibilité. Que si mon anxiété elle est liée à mes spécificités, peut-être que quelqu'un peut m'aider en fait, à gérer ces spécificités et à mieux les appréhender. Et donc au niveau de l'accompagnement, c'est vraiment pas la même chose. Donc ça vaut vraiment la peine d'investiguer s'il y a vraiment une comorbidité et auquel cas il faut adresser aux professionnels compétents, ou si c'est une conséquence d'autre chose. Et du coup, peut-être qu'on peut aider la cause pour atténuer ou supprimer carrément les conséquences. Moi, je pourrais en parler longtemps, mais on va passer. Quand la personne reçoit le diagnostic, souvent il y a un questionnement par rapport au fait d'en parler, de l'évoquer. Et puis, mais on va préciser après pourquoi c'est pas toujours si simple en fait de parler de ça, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire que oui, il faut en parler et puis il faut prévenir, mais en fait c'est pas toujours si simple. On va préciser pourquoi juste après. Et il y a bien d'autres défis qu'on n'a pas listés là. On en a juste cité quelques-uns. Pardonnez-moi, j'ai juste une question. En fait, il me semble que, il y a eu beaucoup de médiatisation sur le fait que les jeunes femmes, elles ont une tendance à masquer beaucoup plus leur autisme et du coup, parfois leur diagnostic, il apparaît extrêmement tard. Donc, je ne sais pas si vous allez en parler ou bien c'est le moment d'en parler. Cédric en a parlé déjà un petit peu juste avant, mais c'est vrai que le caméléon, comme il disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très fréquent, en particulier chez les femmes, notamment par rapport à toutes les valeurs sociétales en fait, qu'on nous incombe. Et puis aussi, un truc tout bête, mais l'autisme, on a vu, c'est entre guillemets un repli, un retrait. C'est vrai qu'une petite fille qui reste dans son coin, on va dire elle est timide. Qu'un petit garçon qui reste dans son coin, on va se dire « Oula, il y a un truc qui ne va pas ». Donc en fait, pour toutes ces raisons, ça fait aussi que le diagnostic des femmes peut être vraiment tardif. Mais ce n'est pas une généralité, parce que Cédric, il a reçu son diagnostic à 42 ans, et ce n'est pas une femme. On est nombreux à le recevoir tard aussi chez les hommes. Disons que pendant longtemps, l'autisme a été étudié spécialement chez les hommes et les diagnostics médicaux sont adaptés au diagnostic des hommes. Des hommes avec déficience intellectuelle, je préciserai même. L'opposé de ça, c'est la femme sans trouble ou sans retard intellectuel. Et aujourd'hui, on les met en opposition. Mais en fait, l'autisme est un spectre. Il y a des hommes qui n'ont pas de retard intellectuel et qui causent très bien. Il y a des femmes qui sont déficientes intellectuellement et autistes. Ce que je dirais surtout, c'est qu'aujourd'hui, on le met en opposition et on sort qu'il y a des femmes, que les caméléons, ce sont les femmes autistes Asperger. Ce qu'on vit dans les groupes d'entraide, c'est que ce n'est pas une réalité. Mais par contre, ça fait bouger la recherche, parce que la recherche, du coup, commence à inclure les femmes, ce qui élargit les systèmes d'évaluation des diagnostics. Donc, on ne se bat pas là contre, ceux qui militent pour la connaissance de l'autisme, parce qu'en fait, c'est la porte d'entrée pour que la médecine et les futurs savants de notre époque réfléchissent les choses de façon plus large et arrêtent de faire toujours les mêmes expériences avec les mêmes conclusions. Voilà. Donc, on est très heureux de ce combat, même s'il n'est pas tout à fait juste. Et il y a des caméléons dans
quel que soit le sexe, voilà. Et on pourrait parler du sexe et des autistes pendant longtemps, parce qu'il y a encore plein de choses à en dire. Voilà. Ça, on est d'accord, c'est pour la blague, hein, il ne faut pas faire. Avant le diagnostic, il peut y avoir un jugement de valeur de la part des autres. Donc, ça va être ces personnes qui vont dire « Ah ouais, non, mais il est mal poli » ou il y a vraiment ces critiques. Il ne fait pas d'efforts, il est égoïste, etc. Une fois le diagnostic partagé, il peut y avoir une remise en question en fait, des personnes à qui on partage ça. Et ça va être cette fameuse phrase qui est « Mais non, mais n'importe quoi, t'es pas autiste ». C'est pas il peut y avoir. Il y aura une remise en question autant pour nous que pour notre environnement. Et cette remise en question va durer des années. Je dirais que la grande partie des autistes vont à un moment se demander, dire en fait je fais que de m'adapter, il faut que j'arrête parce que ça me pèse trop et c'est au monde de s'adapter à moi. Et il va découvrir que le monde ne s'adapte pas à lui, donc il va reprendre et recommencer à s'adapter par la suite. Et c'est un cheminement normal que vivent beaucoup d'autistes. D'autres vont se remettre en question en disant non, mais de toute façon, les gens ignorent mon handicap et jamais je vais m'adapter. D'autres vont au contraire dire je ne veux pas être exclu de la société, donc je vais m'adapter à 100%, et très vite ils vont le faire. Et c'est des gens qui vont continuer à s'adapter sans arrêt, à faire les caméléons sans arrêt, souvent jusqu'à rupture. Parce que faire le caméléon, c'est ne pas se respecter soi-même, c'est pas respecter ses besoins, c'est toujours être l'image de ce qu'on pense que les autres attendent de nous. C'est très fatigant, c'est épuisant. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a presque tous les autistes qui le font à plein, qui le font tout le temps en fait, qui finissent par casser. En fait, je me demandais par rapport à la variété en fait qu'il y a dans les personnes autistes, donc dans la manière d'exprimer leur autisme qui est différente. En fait, est-ce qu'il n'y a pas justement dans ce moment de remise en question du diagnostic la personne autiste ou son entourage qui va se dire ah mais non, mais parce que cette personne autiste elle n'est pas comme mon fils ou mon frère, ou donc du coup, enfin, dans le sens d'avoir du mal à accepter le diagnostic parce que notre image du diagnostic, enfin du trouble d'autisme est tellement différente. Mais je crois même que là, on peut parler du premier choc que nous avons quand nous recevons le diagnostic d'autisme, c'est que nous-mêmes, on a l'image officielle de l'autisme avant de savoir qu'on est autiste, et on se dit, mais je ne suis pas ça. Et on va faire un cheminement qui va être de comprendre ce qu'est l'autisme. Aussi, le fait de comparer des autistes différents entre eux, on le fait tous, et c'est source d'incompréhension. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les autistes, la majorité des autistes n'ont pas de déficience intellectuelle, sont capables d'apprendre, apprennent certaines choses plus vite que la moyenne, apprennent d'autres choses plus lentement que la moyenne. Ces autres choses qu'on apprend spécialement lentement, c'est les compétences sociales. Là, on est super lent. Il n'y a pas de domaine standard où on est plus rapide. Certains, ce sera les maths, d'autres, c'est le français, d'autres, c'est etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que... Je ne me souviens plus où je voulais aller. C'était déjà quoi la question? Que comme il y a vraiment cette variété dans l'autisme, oui. Si ce n'était pas ce truc de ben non, je ne suis pas autiste, ou je ne mérite pas d'avoir un diagnostic parce que je ne suis pas ça. J'ai trouvé la réponse que je vais faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les problèmes que nous avons en tant qu'autistes, que je sois autiste Asperger ou dit Asperger, ou autiste type 3, selon le DSM, donc autisme avec beaucoup de besoins d'accompagnement, voire non-verbal, les problèmes sont les mêmes. La différence, c'est que les outils que nous avons pour faire face à ça. Si on ne développe pas le langage quand on est jeune, on va progresser beaucoup moins vite dans tous les apprentissages. Et en fait, la personne aura beaucoup moins d'outils pour faire face à tous les problèmes que présente l'autisme. Des personnes Asperger sont bien mieux outillées, et les outils qu'on a aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on aura demain.
Donc, quand on compare deux autistes, on peut se dire ils sont différents. Mais si on regarde les problèmes, c'est les mêmes. Les solutions, c'est le nombre de solutions qu'a un autiste expérimenté avec du recul et tout ça, il a une trousse à outils beaucoup plus grosse et il va être capable de choisir un outil adapté à chaque situation. Alors qu'au début de la vie, je veux dire, comprendre ce que c'est qu'un outil d'adaptation, c'est par exemple, j'ai rencontré un jour un autiste, on m'a fait venir dans une institution parce qu'il y avait des problèmes avec cette personne. Et une chose que tout le monde disait, c'est « mais il sourit tout le temps ». Puis moi je fais « d'accord, donc il est censé être heureux, mais on me fait venir parce qu'il y a un problème, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne joue pas ». Et je vais discuter avec lui, et en fait, en échangeant avec lui, j'apprends qu'en fait il sourit pour qu'on ne lui pose pas la question « pourquoi ça ne va pas ?» parce qu'il ne sait pas répondre à cette question. Donc il est tout le temps souriant, et il est tout le temps heureux, et les gens ne comprennent pas. Non, il n'est pas tout le temps heureux, c'est juste une solution qu'il a mis en place pour s'adapter. Mais il n'a que cette solution. Et en fait, avec l'expérience, on va mettre d'autres solutions dans notre trousse à outils et on aura de plus en plus des solutions socialement acceptables. Et juste pour revenir sur cet aspect de social, est-ce que c'est vraiment cette chose où vous aimez pas trop le contact social? Enfin, j'ai compris que du coup, si tout être humain est un animal social, mais où ça va vous fatiguer, où il y a aussi des aspects où c'est vous aimez, mais comme parfois c'est compliqué, alors du coup c'est fatigant. Enfin, dans le sens où si ça se passe bien, est-ce que c'est fatigant, ou c'est quand ça se passe pas bien et que c'est compliqué d'être compris qu'alors c'est fatigant? Je sais pas si ma question est hyper claire. La question, je la comprends et j'ai pas de réponse simple à donner à ça. D'accord. Bien sûr que si ça se passe bien, normalement c'est moins fatigant, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas si ça se passe bien, c'est si je suis en interaction avec une seule personne, c'est beaucoup moins fatigant, quelque part, même si ça se passe un peu mal. S'il y a 5-6 personnes, ce sera de toute façon plus fatigant pour moi, même si ça se passe bien. Si ça se passe mal, j'aurai une tendance à fuir plus vite et à m'en aller. Si ça se passe bien, j'aurai une tendance à rester et à payer le prix en fatigue après coup. Il n'y a pas, je veux dire, je ne sais pas si toi tu as quelque chose à dire là-dessus, mais un autiste Asperger a passé sa vie à essayer de comprendre ce que c'est que la société, à essayer d'adapter. Il a mis en place plein de stratégies qu'il utilise en permanence et qui vont le fatiguer, et il va les utiliser tout le temps. Et il est en permanence en adaptation, et c'est ça qui le fatigue. Si je vais faire une soirée cinéma avec ma fille, je n'utilise pas toutes mes adaptations sociales. Au contraire, si d'un coup je veux lui dire « Ah, je ne sais pas quoi choisir », je ne vais pas lui dire « Écoute, je ne sais pas quoi choisir, je vais faire ça ». Et puis elle voit, elle dit « Ok, papa, il ne sait pas quoi choisir ». Et en fait, donc j'utilise d'autres codes qui sont mes codes à moi. Elle les comprend et c'est beaucoup moins fatigant, même si ça va être une activité en ville où il y a du bruit autour, voilà. Alors qu'avec une personne lambda, même dans un endroit protégé, je peux être moins à l'aise parce qu'elle ne me comprend pas, parce que, voilà. Donc, on est plus à l'aise avec les gens qu'on connaît, quand il y a peu de gens, et dans des milieux qui sont connus, voire adaptés à nos hypersensorialités. Alors en fait, j'avais une question par rapport à l'évolution sociale des personnes qui sont autistes et par rapport au diagnostic. Est-ce que c'est plus facile pour une personne d'évoluer socialement quand elle est diagnostiquée dès le plus jeune âge en comparaison à une personne qui ne connaît pas son diagnostic jusqu'à plus tard dans sa vie? Ou est-ce que justement c'est plus difficile pour la personne qui le sait dès le plus jeune âge parce que, à cause du regard de la société, des jugements de valeur que les personnes peuvent avoir, des a priori que les personnes pourraient avoir sur l'autisme? Vous me posez des questions toujours qui ont plusieurs tiroirs. On apprend avec l'expérience, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, typiquement, quand les gens sont diagnostiqués tôt, on leur assène par la force plein de connaissances sur le fonctionnement social
qu'elles mettront en œuvre plus tard. C'est très bien, ça leur fait des bonnes bases. Le problème, c'est que les compétences sociales, elles vont quand même se développer beaucoup par l'échange avec les personnes qui sont autour de nous. Et ça va dépendre beaucoup de l'envie que la personne a de collaborer avec. Et ça je ne vais pas dire que tous les autistes, non, j'ai la certitude que tous les autistes, on n'est pas la même. Certains vont fatiguer plus vite, d'autres moins vite. Plus on fatigue vite, plus on se met en retrait, moins on se développe socialement. Donc, c'est un peu la spirale descendante, ou plutôt la spirale de l'isolement qui se met en place. Un facteur qui est... Donc, de base, on a une tendance à dire aujourd'hui que plus la personne est diagnostiquée tôt, plus on peut mettre en place des outils qui lui permettent de s'adapter, et plus elle va se développer. L'erreur qu'il y a là-dedans, c'est qu'en fait, plus la personne est diagnostiquée tôt, plus on va parfois la protéger. Et on peut repenser à la première discussion qu'on a eue, qui était quelles sont les adaptations qu'on doit faire à l'école. Si la personne, on ne la met jamais dans un groupe de travail, si la personne, on la protège tout le temps, elle ne se développe pas non plus. Et c'est là où il faut réfléchir à quel est l'objectif, quels sont ses moyens. Et quand je travaille avec des personnes en formation dans des milieux en CFC, je veux dire en pratique, j'explique qu'on doit développer les compétences sociales, donc il y a des moments où la personne, il faut la confronter aux autres, mais on ne va jamais le faire en même temps qu'on lui fait faire un apprentissage. Parce que si on fait faire un apprentissage en même temps qu'on la met en formation sociale, elle va avoir 2 échecs. Parce que l'apprentissage, les autres, ils n'en ont qu'un seul à faire, ils n'y arrivent parfois pas. Donc essayer de lui dire, tu apprends comme tout le monde, mais en plus tu fais ça, c'est juste de la folie. Et voilà, donc il ne faut pas trop protéger, et c'est l'erreur qu'on fait quand les gens sont pris très tôt, c'est que des fois on met des tels cadres autour de protection que les personnes, elles prennent l'habitude qu'on les tienne par la main et elles ne vont pas se tourner vers leur autonomie, quoi. Et c'est pas donc le problème, c'est les accompagnements qu'on met en place, c'est pas le fait de diagnostiquer tôt. Idéalement, il faudrait diagnostiquer tôt. Après, on n'a plus le temps, mais je vais résumer en 2 mots. Les personnes qui sont diagnostiquées pendant l'adolescence, souvent, elles vivent un refus du diagnostic parce que c'est à cet âge-là qu'on veut faire partie de la société. Et de recevoir le diagnostic à cet âge-là, c'est de leur dire « tu ne feras pas partie de la société ». Donc il y a un gros conflit. Ok, merci beaucoup. Et juste pour compléter par rapport à la remise aux questions, donc c'est vrai qu'on a parfois affaire à des faux experts à qui on n'a pas demandé leur avis. Et ce phénomène, il est connu sous le nom de l'ultra-crépidarianisme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Pour le comprendre, c'est assez simple. Il suffit de revenir au début d'époque Covid, où on a eu affaire à une mystérieuse recrudescence d'experts sur un sujet qui était totalement inconnu. Et l'ultra-crépidarianisme, c'est ça, c'est ces personnes qui vont dire « je ne suis pas médecin, mais toi, tu n'es pas autiste » ou « je ne connais pas l'autisme, mais toi, c'est pas ça », etc. Donc on peut aussi avoir des personnes qui vont comparer dans ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui est autiste et puis c'est pas ça non plus. Donc il peut y avoir aussi une méprise. Demander à la personne de faire des efforts, donc c'est ce que Cédric disait tout à l'heure. J'avais essayé de trouver une métaphore par rapport à ça, alors je vous la mets ici. Et ça complète ce que Cédric disait tout à l'heure, c'est... En fait, parfois, j'ai l'impression que c'est comme si on avait une personne qui a des béquilles et qui ne peut pas se déplacer avec ses jambes, qui peut juste tenir debout, mais qui ne peut pas aller bouger. Et puis, c'est comme si on demandait à cette personne de monter les escaliers tous les jours. Elle n'a pas le droit, en fait, de s'asseoir. Elle doit monter les marches. Et les marches, elle ne choisit ni le moment, ni le rythme, en fait. Okay. Et puis, des fois, elle est tentée de jeter ses béquilles, sauf que ses béquilles, on lui ramène. Parce que du coup, elle se dit, si j'ai plus mes béquilles, peut-être qu'on me demandera moins d'efforts. Et le problème, c'est que ça provoque des douleurs au niveau des épaules, mais c'est pas grave, au début, la personne, elle va gérer. Et au bout d'un moment, la douleur, elle est tellement forte que la personne peut céder et puis tomber dans les escaliers. Les escaliers, c'est quoi? C'est les difficultés qu'on a vues juste avant.
Donc ça pourrait être tous les imprévus, toutes les interactions sociales, mais aussi les stimuli sensoriels. Et puis, si on se focalise juste sur les interactions sociales, les interactions, on en a tous les jours, et je ne parle pas seulement des échanges verbaux. Ça va être aussi dès qu'on croise quelqu'un, si quelqu'un fait tomber ses courses par terre, quand quelqu'un me bouscule, tout ce genre d'interactions qu'on ne choisit pas, en fait, leur arrivée. Et la personne, elle est obligée à chaque fois de regarder en fait, dans son répertoire d'interactions sociales qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois. Et il y a beaucoup de questions qui vont venir. Et ça, c'est pour une interaction. Les béquilles, ce serait un peu les capacités d'adaptation, mais ça va être les bonnes capacités cognitives, par exemple, le simple fait que je puisse m'exprimer, et puis les capacités de mimétisme. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que la personne jette ses béquilles, c'est parce que parfois on a des personnes qui vont devenir mutiques parce que c'est trop et c'est parfois pas réversible. Du coup, ces béquilles, elles sont chouettes, mais elles me font mal aussi, c'est-à-dire qu'elles m'épuisent. Et le fait que la personne tombe, c'était simplement pour faire référence au burn-out, en fait, qui est très fréquent dans l'autisme. Donc ça, on en a déjà parlé, chacun a son rythme et c'est important de le respecter. La personne, elle peut facilement se retrouver isolée et du coup, c'est important de savoir si elle s'isole parce qu'elle est en surcharge ou parce qu'en fait, elle aimerait bien aller vers les autres, mais elle ne sait pas comment faire parce que ce n'est pas non plus la même chose au niveau de l'accompagnement. Il peut y avoir aussi d'autres personnes qui vont partir du principe que la personne autiste, elle ne sait pas faire ou qu'elle ne peut pas faire. Et c'est un petit peu dommage, des fois. Parfois, les personnes ne veulent pas forcément expliquer, en fait, notamment quand il y a des maladresses sociales. Et c'est dommage parce que c'est les explications en fait, qui permettent les apprentissages. Et souvent, les personnes se disent « mais oui, mais c'est évident, ils devraient comprendre tout seuls ». Mais en fait, il n'y a pas d'évidence. Les seules choses qui sont évidentes, c'est vraiment les choses qui sont dites et explicitées. Puis il y a bien d'autres choses qui s'ajoutent à ça. Et ça, c'était juste une petite phrase pour rappeler que quand quelqu'un partage son diagnostic, en fait, c'est vraiment pas pour obtenir un avis, c'est simplement que la personne, elle estime pouvoir avoir suffisamment confiance en vous, en fait, pour espérer une écoute bienveillante. Et ce serait vraiment chouette de ne pas briser cette confiance. Je te laisse parler, Cédric. Je crois qu'on va passer. On a déjà discuté de ces choses-là. Ça aussi. On va passer aussi, on n'aura pas le temps, je pense. Ouais. Laisse le tableau, je vais juste en parler. Ce tableau, juste pour vous faire comprendre, au niveau des adaptations, les adaptations que la personne fait pour elle-même. Donc, c'est être caméléon, disons, gère sur elle-même. C'est le mode caméléon, c'est s'organiser du temps de récupération. Et il y a plein d'autres choses qu'on met en place sur nous-mêmes, pour nous, en fait. Les adaptations qu'on fait par rapport à l'environnement, c'est utiliser un casque, mettre des habits confortables, choisir à quel endroit on va aller, quand on peut choisir dans quel bistrot, dans quel, voilà, où est-ce qu'on va faire notre pause à midi, tout ça pour s'adapter au monde qui nous entoure. Il y a aussi l'évitement, c'est une méthode d'adaptation sur laquelle on peut agir et qui agit sur nous, mais en fait sur notre environnement. Il y a des adaptations qui peuvent être faites par l'entourage. L'entourage, c'est les accompagnants. Donc, on peut adapter les horaires, être tolérant par rapport à des fonctionnements différents, et il y a plein d'autres choses. Et il y a les adaptations qu'on peut faire sur l'environnement. Et ça, on les oublie trop souvent. Donc, c'est supprimer des bruits dans les pièces, c'est éviter les changements de dernière minute, c'est avoir des consignes claires, il y en a plein d'autres. Ces choses-là sont généralement favorables, pas seulement pour les autistes, mais pour tout le monde. Elles demandent l'investissement une fois à un moment et pas tout le temps, parce qu'une fois que c'est mis en place, généralement, ça tient. Et même si on peut considérer que ce n'est pas nécessaire pour une personne avec autisme, ou pour les personnes qui sont présentes, toutes ces choses qu'on peut adapter à ce niveau-là, c'est des économies sensorielles, c'est un petit peu d'énergie qu'on laisse à la personne, qu'elle va pouvoir utiliser pour s'adapter, pour comprendre, pour continuer à fonctionner.
Et en fait, ça peut paraître rien, mais en fait, chaque adaptation qu'on fait sur l'environnement est une adaptation qui est un cadeau qu'on fait pour les personnes autistes, mais on ne fait pas seulement pour elles, pour tout le monde. On a fini le temps, c'est ça? Oui. Je passe les diapos s'il y a une chose qui est importante qu'on n'a pas dite. Je te laisse gérer du coup. Je n'ai pas besoin de vous lire, je pense, disons, d'en parler. Une question là-dessus? On va zapper. Bien, tu vas en parler. Est-ce que je peux juste... Vas-y. Okay. Je voulais vraiment vous parler de cet outil parce que c'est hyper important pour moi de vous partager cette découverte. C'est un outil qui a été développé par une ergothérapeute qui s'appelle Emmanuelle Rossini. Et c'est juste une ergo qui est incroyable. En fait, elle travaille au Tessin, mais on a une chance énorme parce que elle est francophone et elle fait régulièrement des formations en Suisse romande. Et cette formation qu'elle a développée par rapport au cercle relationnel, donc, qui vise vraiment à mieux comprendre les relations affectives et puis intimes, elle est vraiment chouette. C'est une formation d'une journée et qui est dédiée à tout le monde. Donc que vous soyez personne concernée, professionnelle ou autre, vous pouvez y accéder. Puis c'est une formation qui est accessible via Autisme Suisse. Vous pouvez retrouver sur le catalogue de formation, il y a le catalogue 2025 qui vient de sortir. Voilà. Et puis je voulais juste préciser aussi que les visuels qui sont faits, ils sont réalisés par un graphiste qui est autiste. Et je vous ai mis le site qui est là parce que moi, ces visuels, je les aime vraiment beaucoup. Et je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait. Merci. Voilà. Donc, il y a des sources d'informations, il y a des spécialistes. Donc les associations, ça c'est en pérédance spécialement. Bon, Autisme Suisse, c'est pour l'autisme. La CORAS, c'est la coordination romande pour la santé psychique. CEPAP, c'est une communauté de pères aidants autistes. ACUB, une association de personnes avec autisme. Repère, l'association romande de pères aidants. CEPAP, on les retrouve. Il n'y a pas un métier qui va résoudre tous les problèmes. Dans le monde de l'autisme, il faut faire appel à celui qui résout ce qui pose problème aujourd'hui. Et je pense que la plus grande erreur qu'on fait, c'est de se dire qu'on a un spécialiste qui va résoudre tous les problèmes. Souvent, le spécialiste va donner sa science et son savoir pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, si on veut que ça continue à progresser de façon efficiente, il faut en voir un autre qui va donner d'autres outils et qui va faire d'autres approches. Et ça ne veut pas dire que demain, je n'irai pas retourner chez le premier. Je pense qu'on se complète tous et voilà, et que pour des accompagnements, des conseils ou des points de vue, il faut prendre la diversité des points de vue. Je veux dire, le monde médical apporte plein d'outils qui permettent de résoudre certains problèmes. La pérédance regarde les choses sous un autre angle et va résoudre d'autres problèmes. Et on se complète, voilà. Se former, de toute façon, ça c'est si vous voulez accompagner quelqu'un, plus vous... Se former ou être ouvert d'esprit et collaborer avec une personne qui a une difficulté, ça permet de comprendre comment elle fonctionne et c'est un outil aussi fabuleux. C'est aussi se former à la différence, c'est simplement d'aller au contact des gens différents. Et voilà. C'est CEPAP dont je suis membre et voilà, on va pas s'y attarder. Alors, attendez, je vous remercie. Pour être en cohérence avec l'économie sensorielle, peut-être qu'on peut faire ce geste de la main pour ne pas créer un gros bruit d'applaudissements. Merci beaucoup à nos deux conférenciers pour cette présentation. Comme on l'a dit tout à l'heure lors de votre intervention, on pourra envoyer la présentation aux personnes qui sont inscrites. Je suppose que ce n'est pas très compliqué techniquement. Et puis, il y a les contacts, effectivement, s'il y a d'autres questions pour la suite qui sont affichées juste là. Donc, vos emails seront repris dans les slides qui seront envoyés. Merci mille fois. Merci à tout le monde d'être présente et présent aujourd'hui. C'était vraiment passionnant.
Et donc, il y a l'atelier qui se fait juste après, adressé aux personnes qui sont sur le spectre autistique. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous.